37 morts et 21 blessés, c'est le bilan provisoire de l'effondrement d'un immeuble survenu dimanche dernier au lieu-dit Mobile Guinness, ici même à Douala. 33 morts et plus d'une vingtaine de blessés. Donc plus de 50 victimes dans l'effondrement d'un immeuble à Douala, au Cameroun. Dans cette chaîne, on fait au quotidien des vidéos pour sensibiliser aussi bien les professionnels du domaine que les maîtres d'ouvrage qui investissent des millions dans des projets de bâtiments. Mais aussi et surtout pour éviter que le pire arrive. Mais cette fois, hélas, le pire est déjà arrivé. Plus de 37 morts dans l'effondrement de ce bâtiment. Donc, je vais d'abord m'incliner devant la mémoire de ces victimes et présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées. Mais il va falloir que on se serve de cet exemple pour tirer des leçons sur ce qui a été mal fait. Bon, on va écouter un petit extrait de la suite de ce journal pour pouvoir comprendre à quel point est-ce que le mal est profond. Construit il y a à peu près 10 ans, il n'était pas a priori aussi vieux que cela, note un expert. Mais sur le plan technique, la bâtisse posait énormément de problèmes. Une position inclinée d'après les informations recueillies dans le voisinage. Raison, certains affirment que le promoteur vivait à l'étranger et aurait confié la construction à un proche qui aurait savamment contourné les règles à la matière et précisément pour ce qui est du dosage du béton, du ciment et des fers utilisés. Une thèse qui semble sérieuse car en effet, la technostructure de la bâtisse était très affaiblie. Il faut y ajouter un système d'alimentation en eau hasardeux et laissant couler abondamment de l'eau sur les murs. Bien plus, la zone est marécageuse. À chaque pluie, il fallait plusieurs jours pour voir partir de l'eau du sous-sol, toute chose qui fragilise la fondation de l'immeuble. On va essayer de comprendre rapidement qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène. Donc, on a 3 choses qu'on peut noter dans cette vidéo concernant ce bâtiment. Premièrement, nous sommes dans une zone marécageuse. Deuxièmement, les matériaux de construction ou bien les dosages ne sont pas forcément respectés et le bâtiment présentait déjà des signes d'inclinaison et de fissure. Ce qui se passe lorsque les fondations sont inondées, c'est que l'eau doit se créer un chemin. Sur ce schéma, par exemple, où on voit la structure porteuse d'un bâtiment, si les fondations sont inondées, l'eau peut par exemple décider de se créer un chemin là pour s'évacuer automatiquement. Et sauf que en s'évacuant, l'eau emporte des particules de terre. Et ce qui crée plus de vide dans cette zone au niveau des fondations. Mais les charges qui reviennent sur ces fondations ne vont pas changer. Elles restent intactes. Donc, si le sol est moins solide, j'ai envie de dire, dans cette zone, automatiquement, le bâtiment va faire comment? Il va beaucoup plus tasser au droit de cette fondation que de celle-ci. Alors, une fois qu'on a compris ça, on comprend très facilement la réaction en chaîne qui se produit au fur et à mesure que d'année en année, on alterne des cycles de saisons de pluie et de saisons sèches. Donc, la première année, pendant la saison de pluie, ce phénomène se produit et entraîne des particules de terre qui créent des vides sous toute la ligne des premières semelles. Qu'est-ce qui se passe? Le bâtiment tasse plus dans cette zone-là et s'incline. Lorsqu'il s'incline, les semelles avant qui, au départ, étaient censées prendre peut-être 50 kg chacune, commencent à prendre 52 kg, par exemple. On revient à la saison sèche, tout devient stable. La prochaine saison de pluie, le même phénomène se produit, crée encore des vides sous les semelles avant, ce qui crée une inclinaison encore plus accentuée du bâtiment. Progressivement, d'année en année, le bâtiment s'incline et c'est comme ça que les semelles avant qui initialement prenaient la moitié, disons, dans ce cas, des charges du bâtiment, se retrouvent en train de prendre peut-être 60%, ainsi de suite, jusqu'à ce que le pire arrive. Maintenant, nous allons écouter comment a réagi le propriétaire de l'immeuble lorsqu'il a constaté que son bâtiment allait de mal en pire. Et c'est ça qui est scandaleux. Écoutons. Nous avons pu interviewer le technicien en maçonnerie qui effectuait les travaux de soutien de cet immeuble. Il confirme ces informations. En tant que technicien, je suis arrivé sur l'immeuble. On m'a appelé qu'il vient voir comment on peut faire pour supporter qu'il vient voir comment il peut faire pour modifier, pour que ça tienne un peu plus longtemps.
On va faire une petite analogie avec le domaine de la médecine pour vous permettre de comprendre à quel point c'est grave de réagir comme le maître d'ouvrage a réagi face à la situation. Donc, je ne suis pas un expert de la médecine, mais je sais que de façon générale, lorsque quelqu'un est malade, il va à l'hôpital. À l'hôpital, il rencontre un médecin généraliste. Le médecin généraliste va faire des examens et tout et lui prescrit une ordonnance. C'est lorsqu'il a l'ordonnance qu'il va voir l'infirmière ou l'aide-soignant qui a pour rôle de mettre en application l'ordonnance. Peut-être il faut lui injecter un médicament, elle prend le soin de le faire, ainsi de suite. Maintenant, lorsque le médecin généraliste n'est pas apte, il te renvoie vers le médecin spécialiste par rapport à ta situation. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans le domaine du génie civil. Lorsque vous voulez construire, vous allez vers un ingénieur de génie civil qui a pour rôle de transcrire vos besoins sous forme de plan d'exécution. Donc, vous passez par un architecte qui vous fait les plans d'architecture et ensuite, l'ingénieur a pour rôle de calculer votre bâtiment et de produire des plans bons pour exécution. C'est ça qui est écrit là, les plans BPE. Donc, le technicien de génie civil, lorsqu'il est sur le chantier, il n'a pas vocation à concevoir ou bien à réfléchir sur le plan de la structure. C'est pas son domaine. C'est pas pour donner l'impression qu'il est moins important. Chacun a sa place dans la chaîne. Mais ne demandez pas, ne jugez pas un poisson sur sa capacité à grimper un mur, comme on a l'habitude de le dire. Et lorsque la situation devient un peu plus complexe, même l'ingénieur de génie civil peut se référer à un expert qui est d'abord ingénieur, mais qui a des dizaines d'années d'expérience dans le domaine. Donc, c'est un peu comme si vous avez une maladie qui est en phase terminale. Au lieu d'aller voir le spécialiste, vous n'allez pas voir le spécialiste. Vous n'allez pas voir le médecin généraliste, mais vous partez voir l'infirmière et vous lui demandez de résoudre votre problème. Est-ce que c'est sérieux? Donc, vous êtes face à un bâtiment qui est incliné, qui est dans une zone marécageuse et qui présente des fissures. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un état d'équilibre instable. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'un bâtiment est déjà incliné, si vous vous y prenez mal, tout ce que vous allez faire, la moindre action que vous allez faire doit entraîner sa chute. Si ce bâtiment est incliné et que vous venez au droit de cette semelle, vous voulez creuser pour voir un peu comment est la semelle, juste la terre que vous êtes en train d'enlever là, c'est peut-être ça qui maintenait le bâtiment dans sa position d'équilibre instable. Dans cette situation-là, vous êtes censé aller voir l'expert en structure. Moi-même, je n'ai pas la prétention d'être expert. Donc, vous avez laissé l'expert en structure, vous avez laissé l'ingénieur en structure, mais vous prenez un technicien qui, au-delà de toutes les qualités qu'il peut avoir, n'a pas vocation à venir réfléchir pour améliorer la structure d'un bâtiment. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est tout simplement pas de son domaine. Il peut avoir acquis quelques réflexes au fil de son expérience, mais ça ne fait pas de lui un expert en structure. Je vais vous montrer une image pour illustrer ce que je dis. Donc ça, c'est des techniciens qui sont en train de réaliser un mur mitoyen, mais qui ont creusé en dessous des semelles du bâtiment voisin. Donc, où vont les charges que devaient reprendre ces semelles? Automatiquement, ça crée une redistribution de charges dans le bâtiment voisin qui va générer des fissures au fil du temps. C'est pas pour minimiser le rôle du technicien, mais c'est pas son rôle de venir réfléchir sur des problèmes structurels. Dans un monde normal, l'ingénieur structure transmet des plans d'exécution bons pour exécution et ce qu'on demande à un technicien, sa première qualité, c'est de pouvoir lire un plan et de le mettre en exécution. J'ai déjà fait une vidéo ici pour expliquer le cas en image, pour expliquer de façon détaillée ce que nous voyons sur cette image. Je vais mettre le lien de la vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, pour conclure, je vais donner un conseil au maître d'ouvrage. Il faut savoir que lorsque vous faites un investissement de plusieurs centaines de millions, il y a un minimum que vous devez prendre comme disposition pour pouvoir garantir votre investissement. Et dans le domaine du bâtiment, ça se fait tout simplement en observant un processus
qui a déjà fait ses preuves. C'est exactement ce qui est mis en application en Occident et malgré qu'ils construisent des bâtiments beaucoup plus grands, beaucoup plus complexes et qu'ils ont même les effets sismiques à prendre en compte, on n'entend presque jamais parler de bâtiments qui s'est effondré sur lui-même sans aucune raison. Qu'est-ce qui explique ça? J'ai déjà fait une vidéo où j'explique de façon détaillée les étapes de la réalisation d'un projet. Je vais mettre le lien dans la description et je vous invite à regarder entièrement cette vidéo. Mais en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? En général, sur les chantiers, il y a deux entreprises. Une entreprise qui est chargée de faire la conception et les premiers calculs et une autre entreprise qui est chargée de faire les études d'exécution. L'entreprise qui fait les études d'exécution, lorsqu'elle fait ses plans, elle les transmet à l'entreprise qui a fait la conception pour avis, pour faire des visas. Donc, c'est ces deux entreprises à l'intérieur duquel on a des dizaines d'ingénieurs qui échangent sur ces plans-là, qui fait en sorte que votre bâtiment est garanti. Parce qu'il y a plusieurs regards qui sont portés sur votre projet. Donc, c'est la mission que Bull Africa se propose sur tous vos bâtiments. Donc, si vous avez des bâtiments que vous avez confiés à un membre de votre famille, mais prenez la peine de confier la mission de contrôle à une autre entreprise qui sera plus rigoureuse et qui va vous permettre de limiter, de minimiser, sinon éliminer toutes les erreurs. Donc, si vous avez pris la peine de confier votre bâtiment à une première entreprise ou bien même à un membre de votre famille, parce qu'on peut comprendre que vous ne laissez pas votre frère pour confier à un inconnu. Mais il faut savoir que votre frère, lorsqu'il vous lui confiez le travail, il est plus à même de faire les erreurs parce que c'est votre frère et que vous serez moins regardant. Donc, confiez toujours une seconde mission de contrôle. C'est notre mission. Nous vous proposons de vous accompagner sur vos projets. Si ce type de contenu vous intéresse, merci de vous abonner et de partager. Car partager, c'est sensibiliser et c'est sauver des vies. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.